Bonjour et bienvenue dans Mon stress, mon allié, le podcast pour vous apaiser. Transformez votre stress en sérénité et retrouvez plus de légèreté dans votre vie pour ne plus subir les situations qui vous déstabilisent ni ressentir de pression constante. Pour ne plus être submergé par l'anxiété ou par vos émotions, ne plus vous sentir oppressé et sans ressources. Aujourd'hui, nous allons voir en quoi apprendre à clore des cycles peut nous aider à retrouver plus d'apaisement. Je suis Frédéric Henry et grâce à ma pratique en tant que kinésiologue et formatrice en gestion du stress, mais surtout à l'aide de mon cheminement personnel, je vous invite chaque semaine à découvrir ensemble des pistes de réflexion ainsi que des clés concrètes et pratiques pour transformer notre relation au stress, non pas en l'évitant, mais en l'apprivoisant. En effet, et si le stress était notre meilleur allié, un compagnon de route pour mieux se connaître et vivre plus sereinement? Comment allez-vous aujourd'hui? J'aimerais vous parler de l'importance de clore des cycles. Vous est-il déjà arrivé de conserver quelque chose, que ce soit un objet, une habitude, qui pourtant n'avait plus lieu d'être dans votre vie, parce que vous n'étiez simplement pas prêt à vous en défaire ou bien que vous n'aviez pas encore perçu l'importance de vous en séparer. Et qu'à partir du moment où vous l'avez fait, vous avez ressenti un profond soulagement. Petite et adolescente aussi, j'ai toujours eu du mal avec les fins, les ruptures, les séparations. J'ai vraiment eu du mal et même parfois encore sur certains sujets à me détacher de certaines choses. Par exemple, je suis très conservatrice, ce qui engendre une accumulation d'objets et de souvenirs qui parfois me relient à un passé révolu. Je sais donc qu'il n'est pas toujours facile de tourner des pages. J'en avais déjà parlé dans l'épisode 8 avec les émotions et du fait que notre vie est jalonnée de toutes sortes de deuils. Et du coup, aujourd'hui, j'aimerais que nous nous penchions sur la réelle importance de les accompagner au mieux. En effet, notre vie est une succession de premières fois, qui peuvent engendrer de la peur, de l'appréhension, mais aussi de la joie, de l'excitation. Et la vie est également aussi marquée de fins, qui peuvent nous amener à vivre de la tristesse, mais également parfois de la colère, voire même de la culpabilité. Tout dans la vie fonctionne par cycle. La nature nous en livre quelques exemples, tels les saisons, le cycle de la lune, le cycle de l'eau, qui s'évapore, se condense pour revenir sous forme de pluie. Cela nous rappelle que les fins ne sont jamais définitives, mais contenues dans un cycle où chaque étape est nécessaire pour faire évoluer et se régénérer. Nous vivons des cycles, tout comme tout autour de nous. Nous faisons partie de la nature et donc sommes soumis aux mêmes lois. Nous-mêmes fonctionnons par saison. Parfois nous sommes raccords et synchronisés avec celle de la nature, et parfois pas. Si l'on assimile notre état interne à une saison, parfois nous sommes enjoués, enthousiastes, festifs, enclins à rencontrer des gens, et donc sommes plutôt liés à une saison dite de l'été, là où à certains moments nous avons besoin de nous renfermer dans notre grotte et avons comme besoin d'hiberner. Ce serait donc notre saison interne d'hiver. Le printemps pourrait symboliser le renouveau, l'été la vitalité, l'automne le lâcher-prise, et l'hiver, le repos et la régénération. Kahneman, un de mes mentors, qui fait partie des ressources auxquelles je fais appel, oui, ce n'est pas simulé lorsque je vous dis qu'une ressource dont on a besoin dans la vie, c'est de s'entourer et de se faire, en cas de besoin, accompagner. Dans l'une de ses transmissions aux entrepreneurs dont il s'occupe, il nous parlait en effet de ces saisons par lesquelles on peut passer. Son but dans l'atelier auquel j'assistais avait pour but de nous parler de nos business et de nos activités d'entrepreneurs, mais si je le transpose à nos vies, c'est tout aussi vrai. Nous passons par différentes saisons intérieures. En prendre conscience, les connaître, permet de se reconnecter à soi et aussi, surtout, de se foutre la paix dans des moments plus challengeants. Suivre son rythme, son fonctionnement et surtout, vivre plus d'apaisement en décidant de suivre qui nous sommes et quelle saison nous sommes en train de vivre et donc nous choisir. Car au risque de me répéter à nouveau, mais si vous êtes comme moi, il m'en a fallu des rappels encore et encore,
lire et relire les mêmes choses pour enfin les intégrer dans ma vie et qu'elles puissent avoir un effet bénéfique. Donc je disais, au risque de me répéter, nous sommes des êtres humains. Et donc tout doit partir de notre être en premier. Trop souvent, nous fonctionnons avec notre mental, dans l'action, et nous efforçons que tout corresponde, quitte à s'épuiser. Alors que si l'on fonctionne à l'inverse, on peut partir de soi, de qui nous sommes, dans l'instant, de ce qui nous traverse, pour, de manière plus fluide, suivre le rythme, notre rythme et nos saisons. Alors je ne suis pas en train de dire que l'action n'est pas nécessaire, bien au contraire. C'est souvent la solution quand nous sommes bloqués dans une situation et coincés dans notre tête. Mais l'action doit être initiée à partir d'un espace pleinement connecté à qui nous sommes, réellement, et qui nous sommes à chaque instant. Et tout comme la nature, elle n'est jamais la même. Une action inspirée doit être initiée depuis un espace connecté à notre être profond. Favoriser l'apaisement ne peut donc se faire qu'en suivant notre rythme à nous, ce qui nous est naturel, et non lutter contre soi et pour correspondre à quelque chose. De cette manière, nous pourrons en plus économiser et récupérer de l'énergie. Car trop souvent on projette et on veut tout faire pour correspondre à un modèle qu'on s'est fixé basé sur des croyances, des injonctions, plutôt que de suivre d'abord ce qui est de l'ordre de l'être avant le faire. Pour illustrer l'importance de suivre le rythme de nos saisons intérieures, mais aussi de suivre les cycles de la nature dont on fait partie, j'aimerais vous faire découvrir ou redécouvrir, car à mon avis vous l'avez déjà lu quelque part, un extrait du livre Le Zaïre de Paulo Coelho. Il est tellement important de laisser certaines choses disparaître, de s'en défaire, de s'en libérer. Vous devez clore des cycles non pas par fierté, par orgueil ou par incapacité, mais simplement parce que ce qui précède n'a plus sa place dans votre vie. Faites le ménage, secouez la poussière, fermez la porte, changez de disque, cessez d'être ce que vous étiez et devenez ce que vous êtes. Alors bien que cela soit inconfortable, difficile, douloureux quelquefois, en comprendre le processus et pouvoir s'abandonner dans ce process nous permet d'avancer plus sereinement, en ne rajoutant pas de la souffrance à la douleur. Qu'il s'agisse de clôturer des cycles ou appréhender des deuils de certains projets, périodes de vie, de certaines relations, qu'elles soient amicales ou amoureuses, le deuil de notre enfance, le deuil d'une version de soi idéalisée ou d'une vie programmée, fantasmée même parfois, et enfin des deuils plus douloureux, comme la perte d'un être cher. Mais il est vrai qu'en Occident, on a souvent tendance à vouloir s'épargner la souffrance, bien que faisant partie de notre humanité. On en arrive parfois à être dans l'extrême de refuser tout inconfort ou douleur légitime dans notre condition d'être humain. Dans nos cultures occidentales, on parle beaucoup moins de la mort, par exemple, que dans d'autres. Pourtant, ce n'est pas en niant les choses qu'on les rend plus faciles, bien au contraire, car lorsque nous y sommes confrontés, on y est moins bien préparé. Dans notre société, on a plus tendance à vouloir s'anesthésier. Cela va par des comportements de dépendance divers, que ce soit au sport, au travail, à l'alcool parfois, au shopping excessif, à la course à l'argent, qui sont inconsciemment des diversions et parfois des moyens de soulager à court terme une peur du vide, de la mort même, inconsciente. Pour certains, même le développement personnel, le spirituel à l'excès, peut être une sorte de fuite. Et la fuite, rappelez-vous, il s'agit d'une des 3 réactions de stress. Avant de vous partager ma manière de fonctionner pour adoucir le process, je vous invite à aller consulter un article sur le blog de mon site internet. Je l'avais écrit à l'époque et le titre s'intitulait « Quand la nature nous inspire et nous apprend à mieux vivre les cycles de la vie, nous invitant au lâcher-prise sans résister au changement ». Je vous mets comme d'habitude le lien en descriptif de l'épisode. La première étape est de réellement prendre conscience de l'importance de clôturer des cycles, comme une manière de faire un pas de plus vers l'apaisement et la libération. Car bien que l'idée parfois nous fait peur, voire nous paralyse, pour avancer plus sereinement, il faut parfois accepter
de fermer certaines portes. Alors qu'est-ce qu'un cycle et surtout pourquoi est-ce important de veiller à bien les clôturer ? Un cycle, c'est une phase de vie, une expérience, un projet, une relation. Tout ce qui a un début, un milieu et qui, idéalement, doit avoir une fin. Pourtant, combien d'entre nous laissent des choses en suspens, des conflits non résolus, des projets abandonnés, des émotions refoulées ? Ces portes ouvertes peuvent nous maintenir dans une énergie stagnante. Pourquoi avons-nous difficile parfois de clore un cycle, de laisser partir certaines choses ? Quelques raisons. La peur de l'inconnu. Fermer un chapitre, c'est souvent se confronter à l'incertitude de ce qui suit. Parfois, inconsciemment, on préfère une situation inconfortable qu'on connaît plutôt qu'une perspective meilleure, inconnue et qui génère du stress. L'attachement. Nous nous accrochons aux souvenirs, même quand ils sont douloureux, parce qu'ils sont familiers. Pour notre cerveau, qui essaye d'économiser un maximum l'énergie, ce qui est connu est automatique et est souvent préférable à un effort fournissant une appréhension et une demande d'énergie en plus. Par ailleurs, pour notre cerveau également, ce qui est inconnu est assimilé à du danger, et cela engendre donc de la peur et du stress aussi. Une autre raison pourrait être la culpabilité ou le regret. Nous avons parfois l'impression que clore un cycle revient à nier ce qu'il a représenté. D'où l'importance de bien clôturer les cycles. Et c'est de cette manière notamment, pour le deuil d'une personne, que nous avons besoin de certains rituels qui nous apaisent au milieu de l'épreuve que nous vivons. Quelles sont les conséquences de cycles non clôturés ? Une fatigue mentale et émotionnelle. Porter des bagages invisibles peut être épuisant et nous mobiliser énormément d'énergie, procurer du stress inconsciemment et nous maintenir dans un état de mal-être latent qui finit par nous épuiser. Bref, à l'antipode de la sérénité et de l'apaisement. Ensuite, un cycle non clôturé peut nous amener une difficulté à accueillir le renouveau, le nouveau. Comment avancer si l'on reste accroché au passé ? C'est un peu comme l'image d'une montgolfière qui ne demanderait qu'à s'élancer dans les airs, puisque c'est pour ça qu'elle est faite, mais qui serait retenue au sol par les câbles solidement fixés et qu'on n'aurait pas pris la peine de détacher. Une conséquence importante aussi d'un cycle non clôturé, c'est le stress latent, souvent imperceptible, mais qui pèse sur nos ressources internes. Alors clôturer un cycle, accueillir tous les deuils petits et grands auxquels nous sommes confrontés dans notre vie, permet de libérer une énergie précieuse pour mieux gérer son quotidien. Tant que nous restons accrochés à un passé non résolu, notre système nerveux reste en alerte, incapable de se détendre pleinement. C'est un peu comme garder un onglet ouvert sur votre ordinateur. Enfin, un ou des milliers d'onglets ouverts. À un moment, tout ralentit, parce que trop de choses tournent en arrière-plan. Clore un cycle, c'est un peu comme dire à notre esprit « c'est bon ». Tu peux relâcher. Et cela permet à notre système nerveux de retrouver son état d'équilibre. Le cycle à clôturer ou le deuil à faire peut donc prendre différentes formes. Voici quelques exemples concrets à présent. Il peut s'agir d'un projet abandonné. Si vous avez commencé une activité que vous n'avez jamais terminée, plutôt que de culpabiliser, prenez le temps de décider. Est-ce que je veux vraiment y revenir ? Ai-je une motivation intrinsèque ou ce qui m'avait fait commencer n'est pas assez vibrant pour moi à présent. Si vous n'avez plus l'envie ou l'élan d'y revenir, reconnaissez-le simplement. Reconnaissez que ce projet a fait partie de votre parcours, remerciez-le et laissez-le partir. Concernant une relation terminée, parfois nous gardons des ressentiments ou des regrets, même lorsque nous avons nous-mêmes pris la décision de mettre fin à une histoire. Il peut être douloureux de passer les différentes étapes du deuil de cette relation. Ce qui a pu m'aider dans ces moments vécus a été de prendre un moment pour écrire une lettre, soit à remettre à la personne, mais pas forcément. Le but est de pouvoir exprimer les choses et libérer votre esprit. Il est utile de revisiter pour reconnaître et être rempli de gratitude pour ce que cette relation vous a apporté et exprimer aussi ce que vous êtes prêt à libérer. Un cycle à clôturer pourrait prendre la forme d'un conflit interne. Peut-être êtes-vous en lutte avec une partie de vous-même, comme une décision que vous avez du mal à prendre ou à accepter.
quelque chose sur lequel vous restez encore accroché et que vous n'arrivez pas à vous pardonner. Accordez-vous la permission de tourner la page et de vous pardonner. Avant de vous inviter à une mise en pratique, je ne peux terminer cet épisode sans parler justement des différentes étapes du deuil qui peuvent nous apaiser et surtout nous déculpabiliser. Lorsque l'on se rend compte que chaque étape par lequel on passe fait partie d'un processus, nous permet de s'autoriser à vivre chaque étape et nous permet d'en voir une issue beaucoup plus rapide, parce qu'il n'y a pas de résistance. Bien sûr, ces étapes sont issues d'un modèle théorique. Il arrive parfois que l'on passe les étapes par un ordre différent, ou que l'on repasse par certaines étapes plusieurs fois. L'essentiel, à nouveau, est de suivre son rythme intérieur, car lui seul sait. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter les réseaux sociaux du compte Mon Stress, Mon Allié, où j'ai publié ce matin un schéma de ce processus de deuil. Il peut s'appliquer autant au deuil d'une relation qui se termine, qu'on en soit à l'origine ou pas, au deuil d'un projet, d'une situation, d'une période de vie, ou plus douloureux, au deuil d'une personne. Le modèle le plus connu est celui d'Elisabeth Kübler-Ross, et qui peut nous servir de référence. Il est décliné en 5 étapes que je vais vous décrire à présent. La première étape du deuil, selon elle, serait le déni. Une réaction de choc apparaît en effet dans cette première étape où ce qui nous arrive est vécu comme un choc soudain, où l'on refuse de croire ou d'accepter la réalité. C'est un mécanisme de défense temporaire pour amortir l'impact émotionnel, pour ne pas être submergé par cette violence émotionnelle que cela représente parfois. Dans cette première étape, on ne peut pas imaginer, on ne peut certainement pas accepter ce qui est en train de se transformer, ce qui est en train d'arriver. Et on n'a pas à le faire. Vous vous rappelez, bienveillance et tolérance envers soi-même en tout temps. Des personnes sont souvent désemparées car elles ont une telle volonté de se relever vite qu'elles voudraient s'éviter ces différentes étapes. Et elles luttent contre ce qu'il se passe en elles. Pourtant, c'est un processus nécessaire. Le savoir permet de s'apaiser, même au milieu de la violence émotionnelle que l'on vit. Je donne souvent cette image aux personnes que j'accompagne et qui ont du mal à accepter l'état transitoire par lequel elles passent. Lorsque l'on se casse une jambe, on est bien conscient, car c'est visible, c'est physique. On sait qu'il va falloir passer par différentes étapes avant de pouvoir courir à nouveau. Une immobilisation pour un temps, nécessité de soins adaptés, et souvent par des professionnels, un encadrement, un accompagnement, une rééducation. On ne s'attend pas à ce que la personne ou à ce que nous, si ça nous arrive, courions un marathon, même si on en a la volonté. Une douleur émotionnelle, un deuil quelconque, nous marque comme une faille qui se crée en nous. Il faudra donc un certain temps pour que cela cicatrise et que cela soit moins vif. Et même avec toute la bonne volonté du monde. Il faut pouvoir accueillir les différentes étapes qui se présentent. Et à l'inverse, plus on sera dans l'accueil, même de ce que l'on n'accepte pas, plus on pourra plus vite passer à l'étape suivante. Vous vous souvenez de cette phrase que je vous ai déjà partagée ? Tout ce à quoi tu résistes persiste, tout ce que tu embrasses s'efface. Je me rappelle une période de ma vie où je devais surmonter une situation personnelle très délicate. J'étais en lutte avec des choses inacceptables. Et une phrase toute simple m'a aidée pour un temps, avant d'évoluer dans d'autres étapes. Cette phrase, c'était « J'accepte que je n'accepte pas ». Cela ne changeait rien au fait, mais dans mon ressenti, cela changeait. Je validais mon ressenti et cela baissait la tension et la lutte interne. J'acceptais tout simplement que dans l'étape que je vivais, à ce moment-là, je ne pouvais pas accepter l'inacceptable. Bien sûr, c'est vraiment complexe, inconfortable, voire douloureux. C'est pour ça qu'il est primordial d'être soutenu, accompagné de proches et ou de professionnels pour que ce cheminement se déroule de manière plus douce. La deuxième étape qui apparaît ensuite dans le modèle d'Elisabeth, c'est la colère. Une réaction face à l'injustice perçue de la perte et de ce qui nous arrive. Cette étape peut se manifester par des reproches envers soi-même, envers les autres, envers la société, envers Dieu ou même envers l'univers.
Cette colère peut également se manifester par l'impuissance qui surgit dans la situation en question. L'impossibilité de faire quoi que ce soit pour changer les choses. Cela exprime alors la frustration de ne pas pouvoir tout contrôler. Ensuite, dans l'étape 3, on en arrive à ce qu'on appelle le marchandage, une tentative de négociation, souvent intérieure, pour inverser ou atténuer la perte, pour refaire le film aussi. Cela peut prendre la forme de ce dialogue intérieur. Et si j'avais fait ceci, cela aurait-il été différent? Et s'il n'y avait pas eu cela, est-ce que ça aurait changé les choses? Et si? Et si? Jusqu'à ce que l'on puisse se diriger vers plus de résignation, de lâcher nos résistances, qui nous mène tout doucement vers la 4e étape, qu'elle nomme, bien que je ne trouve pas forcément le terme bien adéquat, la dépression. Un moment d'introspection marqué par la tristesse, la perte de motivation ou un sentiment de vide. C'est une phase malgré tout essentielle pour intégrer pleinement ce qui a été perdu. La tristesse devient alors une émotion alliée incontournable et un passage inévitable pour laisser partir ce qui n'est plus. La dernière étape est nommée l'acceptation, l'étape finale, où l'on trouve une forme de paix avec la réalité. Cela ne signifie pas l'oubli, mais une capacité à avancer malgré l'absence ou le changement. C'est avoir pu en fin de compte prendre soin des parts en nous blessées, voire orphelines, avoir pu penser leurs blessures, avoir trouvé nos ressources pour les accueillir, les écouter, les comprendre, leur donner de l'empathie et puis surtout de l'espoir sur tout le beau qui peut encore se manifester après. Cela tout comme pour une blessure physique. Même si elle est encore sensible, elle est de moins en moins à vif. Il y a une forme d'accueil et de renouveau qui s'installe. On commence à percevoir une nouvelle voie qui s'ouvre. Alors bien sûr, ce modèle et le passage par les différentes étapes n'est pas toujours strictement linéaire. Il est courant de revenir en arrière ou de vivre plusieurs étapes simultanément, ou bien de repasser plusieurs fois par certaines étapes. Mais cela nous offre néanmoins un certain guide pour mieux comprendre et accompagner nos processus de deuil. De pouvoir y naviguer à son rythme, en accueillant chaque phase avec bienveillance et délicatesse, tout en permettant à la vie de nous offrir ensuite de nouveaux départs. Pour conclure, voici la mise en pratique que je vous propose. Alors bien sûr, ne prenez pas le plus grand deuil de votre vie, qui nécessiterait peut-être un accompagnement plus personnalisé. Mais pour le moins, prenez une situation pour laquelle vous sentez qu'il est temps de vous en libérer. Prenez un papier et un crayon ou votre journal, le carnet qui vous suit peut-être depuis le début de ce parcours du podcast Mon Stress, Mon Allié. Notez une chose dans votre vie, une situation qui est douloureuse et que vous aimeriez laisser partir. Posez-vous une à une les questions qui suivent et laissez-vous le temps d'y répondre à votre rythme, accueillant tout ce qui se présente, sans jugement, sans honte, sans culpabilité. Même s'il s'agit d'émotions fortes telles que la colère. Vous pouvez même brûler tout ce que vous avez rédigé, tel un rituel libérateur, et pour être sûr, si cela vous inquiète, que personne ne puisse le lire. Voici les questions à vous poser, et éventuellement à légèrement adapter en fonction de si vous abordez la clôture d'un cycle, d'une période de vie, la fin d'un travail, d'un projet, la séparation avec quelqu'un ou le décès d'un proche. Allons-y. Qu'est-ce que cela m'a apporté? Qu'est-ce que cette période de vie? Qu'est-ce que ce travail? Qu'est-ce que ce projet? Qu'est-ce que cette relation? Qu'est-ce que cette personne m'a apporté? Qu'est-ce que je dois laisser partir? Qu'est-ce que cela me coûte de m'accrocher à cette période de vie, à ce travail, à ce projet, à cette relation, à cette personne qui n'est plus physiquement là? Qu'est-ce que j'aurais à gagner à tourner la page? Qu'est-ce qui me manque? Qu'est-ce qui peut encore s'incarner dans cette idée sous d'autres formes? Qu'est-ce qui peut en résulter et se transformer
de quoi puis-je me servir? Qu'est-ce que je peux encore faire vivre de ce que j'en retiens dans d'autres nouvelles périodes de vie, dans d'autres projets avec d'autres personnes, dans d'autres relations? Et enfin, quel petit geste ou rituel puis-je imaginer faire pour acter et symboliser cette fin que je désire clôturer en douceur? Les actes symboliques sont très puissants pour nous aider et surtout soutenir notre cerveau dans ce passage de l'avant-après. Peut-être est-ce une conversation à avoir, un objet à ranger ou à donner, ou tout simplement un rituel symbolique, comme allumer une bougie en remerciant pour ce cycle ou toute autre chose qui vous semblera avoir du sens pour vous. Et je me répète, même si cela est trop douloureux, n'hésitez jamais à demander de l'aide autour de vous. J'enverrai fin de cette semaine une newsletter à ma communauté pour partager un des événements de vie de l'année dernière qui m'a amené à passer par ce processus. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez le faire avant la fin de cette semaine pour être sûr de la recevoir en vous inscrivant via le lien repris dans le descriptif de l'épisode. Et le cas échéant, contactez-moi si vous n'avez rien reçu. Pour conclure, rappelons-nous, même lorsque l'on a l'impression que c'est impossible et inconcevable de clôturer un cycle, rappelons-nous que ce n'est pas une perte mais plutôt un cadeau que nous nous faisons. C'est comme un grand nettoyage énergétique, une libération qui nous permet d'accueillir nos parts blessées en leur offrant avec empathie et douceur de l'espoir d'un renouveau, avec plus de sérénité et de légèreté. Osons faire le premier pas, aussi petit soit-il, pour tout ce qu'il reste en suspens là en nous, quelque part. Et rappelons-nous que chaque fin est aussi le début de quelque chose. Je vous envoie beaucoup de douceur et de courage aussi si vous vivez des moments plus difficiles. On se retrouve très vite pour déjà l'avant-dernier épisode de cette première saison du podcast Mon stress, mon allié. Prenez soin de vous et à bientôt. J'espère que cet épisode vous a inspiré autant que j'ai de plaisir à vous les partager à chaque diffusion. Merci pour votre fidélité. Si vous avez envie d'aller plus loin, c'est avec un grand plaisir que nous pourrons échanger et voir comment je peux vous aider. N'hésitez donc pas à me contacter en privé si vous avez besoin de plus d'éclairage et ou de soutien. Et si vous désirez faire un premier pas vers plus d'apaisement, je vous invite à télécharger le guide 100% gratuit « 8 clés pratiques pour s'apaiser » dont vous retrouverez le lien en descriptif de l'épisode. Portez-vous bien et à bientôt sur Mon stress, mon allié, le podcast pour vous apaiser, transformer votre stress en sérénité et retrouver plus de légèreté dans votre vie. Ce podcast est produit par le Media Lab. Rendu possible